Bonsoir à tous. J'ai le plaisir d'animer cette conférence. Je suis Isabelle Sigler, professeure à la Faculté des sciences du sport de l'Université Paris-Saclay, donc sur la commune d'Orsay, dans le sud-ouest des Yvelines. Et je vais donc présenter nos intervenants de ce soir à chaque passage de témoin. Donc, on voit le premier passage de témoin. Donc, la première partie sera présentée par les deux chercheurs suivants. Donc, Gilles Bérillon, en premier. Il est paléo-anthropologue au laboratoire d'histoire naturelle de l'homme, préhistorique du muséum et spécialiste de la locomotion bipède. Et ensuite, je présente tout de suite Antoine Perrier. Il est clinicien et biomécanicien, attaché des hôpitaux de la Pitié-Salpêtrière, et chercheur associé au laboratoire TIMSE à Grenoble. Il étudie la marche normale et pathologique. Donc, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Donc, à moi d'introduire ce séminaire. Mon centre d'intérêt, c'est la marche bipède, et sous ses formes variées depuis le passé jusqu'à l'actuel. Et l'histoire, si vous voulez, commence dans le milieu des années 70, dans mon domaine, la paléoanthropologie, avec la découverte de Lucie, que vous avez à droite, exposée au musée, en moulage. Donc cette découverte était importante parce que c'est pour la première fois, on connaissait d'autres espèces fossiles à cette époque, évidemment, mais pour la première fois, on a un squelette très bien représenté et qui permet d'ores et déjà de se poser des questions sur ce qu'elle pouvait être la marche bipède de nos ancêtres. Et l'étude de son squelette permettait de montrer qu'elle avait plusieurs aptitudes, la bipédie, et puis probablement associée à d'autres modes locomoteurs. Elle s'est longtemps inscrite parce que la mieux préservée cette espèce en tout cas dans le corpus fossile, elle s'est souvent inscrite dans une vision un peu linéaire de l'évolution des hominines, donc avec assez peu de diversité, jusqu'à ce que dans les années 90, les paléoanthropologues découvrent une multitude d'espèces fossiles nouvelles en Afrique, mais pas que. Vous avez ici, par exemple, Aurorine, Toumaï, Cocorico, puisque ce sont deux équipes françaises qui les ont découvertes. Et ici, Sediba, Australopithecus sediba et Ardipithecus ramidus, qui, dans leur morphologie, sont des hominines, c'est-à-dire se rapprochent dans leur morphologie des humains, puisqu'ils ne se rapprochent des chimpanzés et des gorilles, par exemple, mais qui sont encore très différents des humains. Et quand on les regarde ici reconstruites, on s'aperçoit qu'ils ont des morphologies, des statures différentes, des proportions corporelles différentes. Et donc, on se pose la question de leur capacité locomotrice et de comment ces espèces-là, avec autant de différences, pouvaient se déplacer en bipède. Et l'hypothèse, c'est qu'ils marchaient en bipède tous, mais de manière distincte. Donc le schéma de l'évolution de l'humanité s'est considérablement complexifié en une vingtaine d'années, avec une multitude d'espèces, et toutes toutes bipèdes, mais avec des bipédies, des petits caractères distincts. Donc ça, c'est notre environnement de recherche. Et la question qui se pose aux paléoanthropologues, c'est comment fait-on pour les caractériser, ces bipédies? Eh bien, on regarde la bipédie de l'humain, mais ça ne suffit pas. Et il faut regarder également les bipédies pratiquées aujourd'hui par d'autres espèces. Et vous avez ici un bonobo en haut et en bas un babouin de Guinée. Et cette bipédie, elle est pratiquée de manière occasionnelle mais spontanée chez la plupart des Catarrhiniens. Les Catarrhiniens, c'est tous les singes de l'Ancien Monde, nos plus proches parents. Donc ça inclut les babouins, les macaques, mais aussi les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, par exemple. Donc ils sont capables de pratiquer la bipédie dans des environnements très variés, associés le plus souvent à d'autres modes locomoteurs pour lesquels ils sont spécialisés. Alors moi, en ce qui me concerne et mes collègues, notre modèle de prédilection, c'est le babouin olive. On a eu la possibilité, l'opportunité de travailler à la station de primatologie du CNRS sur ce modèle depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Donc le babouin olive, c'est Papio anubis. À la station de primatologie, on a pu mettre en place un dispositif d'analyse du mouvement, mais aussi d'exploration anatomique, comportementale. Tout ça dans un large cadre pluridisciplinaire. Ne marche pas très bien le pointeur, bon, c'est pas grave. Alors, tout ça est bien beau, mais on se pose un certain nombre de questions.
en lien avec la diversité anatomique et la diversité fonctionnelle. Et c'est autour de ces questions-là qu'on peut faire le lien avec le sujet de ce soir. Évidemment, je ne suis pas paléanthropologue, je ne traite pas de handicap, mais je travaille sur la diversité et ça en fait partie. Donc voilà les éléments que nous, on peut apporter dans notre domaine à ces questions de diversité anatomique et locomotrice. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est de quelle manière ces primates marchent-ils? Donc on étudie ce mouvement, comme je vous l'ai déjà dit, donc avec un plateau, un dispositif technique. D'abord dans leur milieu de vie, avec des caméras, on les filme, on mesure leurs mouvements, et puis après on les entraîne à venir dans nos dispositifs, dans notre endroit de travail à nous. Et vous avez ici 2 expérimentateurs et 2 collègues qui leur ont appris à venir dans un dispositif expérimental. Ah zut. Donc nos dispositifs techniques nous permettent de reproduire le mouvement en 3 dimensions comme cela. Donc c'est un travail qui a été fait avec nos collègues de Rennes, Franck Multon notamment. Et nous avons la possibilité, donc, pour chacun des individus que l'on étudie, de mesurer leur mouvement. Alors c'est quoi mesurer leur mouvement? C'est mesurer le mouvement du genou, par exemple, l'amplitude du genou au cours de la marche. C'est mesurer l'amplitude de la cheville au cours de la marche. Donc c'est par exemple ce que vous avez sur la droite. Et si je clique, hop, voilà, c'est un peu rapide. Voilà. Donc la marche est rapide, hein, mais vous voyez dans la posture générale que le babouin, ici en vue latérale, marche hanche et genoux fléchis. Et puis, petite particularité, il appuie son pied sur la partie avant, contrairement à l'humain qui, lui, appuie son pied sur le talon. Ici, vous avez une empreinte humaine, le talon et l'avant-pied. Vous entendez pas? Ou alors je parle... Là, c'est mieux? Ou sinon, je prends le... En fait... Donc, sur la droite, vous avez ici un pied humain, l'empreinte d'un pied humain. Donc, on voit qu'il appuie sur le talon et l'avant du pied, alors que le babouin, lui, la partie arrière n'est jamais en contact avec le sol. Donc, c'est ce qu'on appelle un appui semi-plantigrade. Donc, ce qu'il faudrait retenir, il y a bien plein de choses à retenir, mais là, par rapport au message d'aujourd'hui, c'est qu'un babouin, il marche en bipède, mais à sa façon. Et entre autres particularités, il marche hanche et genoux fléchis et il appuie sur la pointe des pieds. Et tout ça est très fonctionnel. La question qu'on se pose ensuite, c'est quels mécanismes sont mis en jeu pour justement réaliser cette bipédie. Alors on va regarder les mécanismes, on va regarder les forces mises en jeu notamment. Alors les forces, on n'a pas 36 solutions pour les enregistrer. On mesure les forces de réaction au sol avec des plateformes de force, et ça nous donne des courbes au début de l'appui, à la fin de l'appui et au milieu de l'appui. Et donc chez le babouin, on a une courbe comme ça, en forme de cloche, qu'on dit unimodale. Et lorsqu'on le compare à un appui de pied humain, eh bien, c'est un peu différent, puisque chez l'humain, vous avez une courbe bimodale, c'est-à-dire que les forces mises en jeu, chez le babouin, se mettent en jeu de manière unique et rapide, et chez l'humain, ça se met en place de manière un peu différente, avec un premier pic au départ au moment du contact du pied et un second au moment de la propulsion. Donc 2 mécanismes différents. Quand on regarde mécaniquement à quoi ça correspond, alors ça va être un peu du charabia pour les non-familiers avec la mécanique du mouvement. Donc en haut, l'humain, avec son système bimodal, et sa marche hanche et genoux en extension. Et en fait, cette marche, elle correspond à ce qu'on appelle le modèle du pendule inverse, c'est-à-dire qu'au moment du contact du pied, le centre de masse, donc le centre de gravité est bas, et au moment où le corps bascule vers l'avant, le centre de gravité monte, donc le pendule est inversé, hein, contrairement au pendule direct qui est comme ça. Donc c'est une manière imagée d'expliquer ce modèle mécanique. Eh bien, chez le babouin, c'est différent, avec cette modalité d'appui, hanche et genoux fléchis, le pendule, lui, est direct. On appelle ça en fait le spring mass model, c'est-à-dire qu'au moment du contact du pied, au sol, le centre de gravité est haut, et ensuite, au moment de la phase d'appui, le centre de gravité diminue. Ce modèle, en fait, il est un peu particulier parce qu'il correspond à la course humaine. Quand vous courez, quand vous marchez vite
vous avez le pendule inverse, mais quand la course est réalisée, c'est le spring mass model. Donc ce qui est intéressant avec le babouin, c'est qu'on s'aperçoit quand on étudie les mécanismes de la marche, c'est qu'il ne marche pas, il court, bien qu'ayant toujours les pieds au sol. Lorsqu'on va regarder parmi les autres mécanismes mis en jeu, on va regarder l'activité musculaire, et vous avez ici sur la droite des activités musculaires d'un certain nombre de muscles, en vert pour l'humain et en marron et en bleu pour le babouin, en quadrupédie et en bipédie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a relativement peu de variations intra-individuelles au cours du mouvement. Ça veut dire que d'un cycle de marche à l'autre, l'activité musculaire mise en jeu reste à peu près la même. Il y a des différences interindividuelles. Et on voit que la différence entre la bipédie par rapport à la quadrupédie du babouin, c'est surtout une différence d'intensité de contraction musculaire. Ça veut dire que quand il est en bipède, il contracte les muscles de manière un peu plus importante et un peu plus longue qu'en quadrupédie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mécanisme-là n'a rien à voir avec la manière dont les muscles humains se contractent pour réaliser la bipédie. Alors, on n'est pas en train d'expliquer les différences entre l'humain et le babouin. Je suis juste en train de vous dire, voilà, on peut marcher en bipède avec une anatomie, avec des particularités morphologiques et des mécanismes distincts de ceux qui sont mis en jeu chez l'humain, tel qu'on le décrit dans les manuels de biomécanique. Donc voilà ce que nous disent nos analyses. C'est des mécanismes particuliers chez le babouin qui met en jeu notamment des couplages articulaires, des synergies musculaires, c'est-à-dire des actions coordonnées musculaires que l'on ne retrouve pas, ou en tout cas ce qui diffère des humains. Et donc quelles sont les bases morphologiques et anatomiques de cette marche? Eh bien, on va faire un certain nombre d'analyses là de l'imagerie 3D, donc ils sont scannés, et puis on peut à partir de cette imagerie retrouver donc bien sûr le squelette, mais également des informations d'ordre musculaire, les trajets, les zones d'attache des muscles, ce qui nous permet de comprendre un peu mieux où agissent ces muscles. Et parmi les particularités donc, de la marche bipède, donc cette fameuse course entre guillemets, eh bien, elle met en jeu donc, des couplages articulaires, et donc on a essayé de savoir à quel niveau, anatomiquement, les articulations étaient couplées. Alors, un couplage articulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez l'humain, vous pouvez étendre votre pied sans que le reste bouge. Chez le babouin, si vous fléchissez le pied, le genou et la hanche fléchissent également. Plutôt, c'est l'inverse. Quand vous étirez le pied, le genou et la hanche fléchissent également en même temps, de manière simultanée. Donc, il y a des mécanismes qui rendent extrêmement efficaces un certain nombre de mouvements chez le babouin. Donc, on a voulu essayer de savoir lesquels ils étaient. Je ne vois plus mon chrono, mais... et donc, parmi ces mécanismes, on s'est rendu compte notamment, d'abord, la présence d'un tendon d'Achille chez le babouin, ce qui n'est pas le cas des grands singes comme le chimpanzé. Donc, le tendon d'Achille, on l'a chez l'humain, mais la particularité du tendon d'Achille chez le babouin, comme chez les autres cercopithécoïdes, c'est qu'il est en relation directe, ici, vous voyez, c'est une dissection, en relation directe avec la plante du pied et avec les tissus de la plante du pied via un autre tendon et via la pronévrose plantaire. Bon, c'est du charabia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chez l'humain, le tendon d'Achille s'attache sur le talon uniquement, et donc l'avant-pied est découplé du mouvement de la cheville, alors que chez un babouin, le tendon d'Achille est en relation avec la face plantaire du pied, le dessous du pied, et donc quand il tire, forcément, il attire avec lui l'avant du pied. Donc tout ça est couplé. Donc voilà un mécanisme qui est mis en jeu. Et donc pour conclure, parce que je fais un peu vite là, mais c'est bon. Donc pour conclure, qu'est-ce que nous apportent nos travaux en paléoanthropologie et en anatomie fonctionnelle? C'est qu'il existe des bipédies variées actuellement, et dans les espèces fossiles, très probablement, elles sont efficaces, mais elles sont singulières et adaptées aux besoins des primates. Elles mettent en jeu des morphologies également singulières et des mécanismes propres. Et dans nos parcours, le deuxième message un peu subliminal que je voudrais faire passer, c'est que dans nos parcours, donc moi je suis paléanthropologue, je travaille sur des fossiles, puis des singes, eh bien on est amené à générer un certain nombre de données qui, peut-être, parfois, peuvent être reprises par d'autres corps de métier. Et donc, c'est un peu ce qui se passe avec Antoine qui va prendre la parole, qui
participant à nos projets de paléoanthropologie et d'anatomie comparée, a pu extraire un certain nombre de données en lien et qu'il peut utiliser en contexte clinique. Voilà, je vous remercie. Alors, il n'y aura pas de temps de questions là tout de suite. Je laisse la parole donc à Antoine Perrier, qui donc prend la suite. Je vais essayer de parler fort. Bonsoir à tous. Donc, je vais aborder la question de la biomécanique comparée au service du sportif porteur de handicap. Tout d'abord, il faut comprendre une notion qui est la notion d'anatomie structurelle. Chacun de nous a un ensemble de pièces dans son système, dans son corps, et ça définit l'anatomie structurelle. Ce sont les os, les ligaments, les muscles et les nerfs. C'est comme l'ensemble des pièces d'un moteur, finalement. On peut apprendre par cœur l'ensemble des pièces d'un moteur. Et on verra que toute la question est de savoir, est-ce que parce que je connais l'ensemble des pièces d'un moteur, je sais comment fonctionne un moteur ? Donc, on a un second problème quand on s'intéresse à l'anatomie, c'est la simplification. On va parler du genou pour parler d'une articulation entre 3 os, c'est déjà compliqué. On va parler d'une hanche pour parler d'une articulation entre 2 os, mais on va parler du pied pour parler d'un système qui a 33 articulations, 28 os, 210 ligaments et 29 muscles. Donc le cerveau en lui-même va simplifier ce système. Donc là, vous voyez un éclaté du pied, vous voyez un peu la complexité de ce système. Donc la simplification est problématique dans nos domaines. Derrière, on a aussi une variabilité. On est tous différents. On est tous différents, mais dans une répartition particulière. Donc ça, c'est la notion de distribution normale, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et cette distribution normale, finalement, elle est représentée par cette courbe. Cette courbe, elle veut dire quoi ? Elle veut dire que si je suis dans l'espace ici, je vais avoir 68% de ma population qui va être contenue dedans. Donc, par exemple, je mesure vos fémurs, je mesure vos tibias, mais 70% de la population est représentée ici avec quelques variations. Si par contre, je suis très petit ou très grand, je vais être aux extrémités de la normale. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je suis pathologique. Je suis juste aux extrémités de la normale. Et donc, on peut voir qu'on est tous potentiellement différents. On a tous des pièces du système qui sont un petit peu différentes. On s'est intéressé avec Gilles à cette diversité entre la structure et la fonction à travers une expérience qu'on a menée au sein du Musée de l'Homme, où on a fait passer des individus venant du monde entier pour recueillir leurs empreintes plantaires, leur morphologie de pied et les stratégies de marche. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'on a beau avoir tous des morphologies potentiellement différentes, et là ce que vous voyez ce sont des empreintes de différents individus qui n'ont aucun problème de santé, malgré ces diversités de stratégies d'appui, on a tous la même fonction, les forces se répartissent de la même manière pour obtenir la locomotion. Cette diversité fonctionnelle, elle s'interroge quand on va se retrouver avec des os en moins. Donc là, vous avez une de mes patientes qui a autorisé que je diffuse ces images et qui présente de naissance des os en moins dans son système. Donc elle est née comme ça. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas normale, vu que c'est sa normalité à elle depuis sa naissance. Cependant, elle n'est pas dans la distribution normale. Pourquoi ? Parce qu'elle a des pièces en moins dans son système. Ou le cas d'un patient qui a des séquelles de poliomyélite et qui possède des muscles en moins par rapport aux autres individus, et pourtant, il est capable de marcher. Donc, que se passe-t-il quand la structure n'est pas la même ? Et ça interroge la notion de fonction et de handicap. Donc, pour rappel, le handicap, dans la loi, c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable et définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, et ainsi de suite. Le point important là-dedans, c'est la restriction de participation à la vie en société subie dans l'environnement. Et à l'international, on a différentes classifications, dont une classification qui va définir ce qu'est la déficience, donc là ça va être la perte ou l'altération d'une structure ou d'une fonction physiologique, l'incapacité, où là c'est la réduction résultant d'une déficience partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d'une façon ou dans des limites considérées comme normales pour un être humain, et tout ça amène à un désavantage social. Le handicap apparaît à partir du moment où j'ai un désavantage social pour une fonction que j'ai perdue. Et donc, on a besoin de comprendre la fonction. Donc, la fonction, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas parce que je connais les pièces du système que je sais comment ça marche. Donc, on doit s'interroger,
c'est quoi le but primaire du système? C'est quoi le but primaire du membre inférieur quand je m'intéresse à la marche? Et puis surtout, on doit s'interroger comment fonctionnent les structures dans ce système pour permettre cette fonction. Ça veut dire que je dois m'interroger, ce ligament, cet os, cette articulation, comment ils permettent de réaliser ce geste pour mon patient. Et en cas de problème, comment je continue à m'adapter? On a tous eu mal quelque part et on a continué à avancer avec une boiterie plus ou moins importante, mais on continue à avoir cette fonction qui est là. Et comment on aide le système à fonctionner de nouveau? Donc pour ça, on utilise la biomécanique, et la biomécanique nous permet de quantifier le mouvement, tel que vous a montré Gilles, ou même de simuler ce qu'il se passe à l'intérieur du système. Derrière, donc, il faut savoir que l'anatomie structurelle, l'ensemble des pièces, ce n'est pas la même chose que l'anatomie fonctionnelle, comment fonctionne le système, et ce n'est pas la même chose que la biomécanique, qui est comment je calcule ce fonctionnement. Et là, je vais vous montrer l'exemple d'intégration des connaissances issues des primates au service de la conception d'appareillage pour nos patients. Donc tout d'abord, il faut savoir la notion d'orthèse et de prothèse. Donc qu'est-ce qu'une orthèse? Une orthèse, c'est un appareil externe qui est utilisé pour soutenir, stabiliser ou corriger une partie du corps. L'objectif, dans le cas du sport de nos athlètes, ça va être d'aider à compenser une faiblesse, une déformation ou une fonction qui va être limitée. Là, vous avez un exemple, ça s'appelle un releveur du pied. C'est une structure qui va permettre au pied de ne pas tomber. Parce que si je n'ai pas de muscle dans mon mollet, par exemple, ou si je n'ai pas la possibilité de contracter mes muscles pour relever mon pied, à un moment donné, mon pied va tomber. Et donc, cette orthèse-là, elle se met par-dessus le corps pour suppléer à la fonction. Maintenant, qu'est-ce qu'une prothèse? Une prothèse, c'est du remplacement. Elle va remplacer de manière artificielle une partie du corps. Et donc là, vous avez l'exemple avec les fameuses lames de carbone qui permettent de remplacer le fait qu'il va manquer chez ce sujet des bouts après son tibia. L'objectif, là, ça va être de retrouver une fonction qu'il a perdue parce qu'il n'a pas la structure du tout présente. Derrière, les orthèses ou les prothèses peuvent être passives ou actives. Passive, ça veut dire que ça ne possède pas de mécanisme de mouvement propre. Et finalement, ça fonctionne grâce au mouvement naturel du corps et ça va subir le mouvement du corps. Actif, ça va utiliser des composants électroniques ou mécaniques pour améliorer ou générer du mouvement. Donc là, vous avez un exemple d'une prothèse de substitution ici. Le patient est amputé au niveau du fémur, il met cette prothèse, l'articulation ici bouge de manière passive. Quand il avance, ça va se plier un peu. Ici, c'est actif, donc il y a des moteurs qui vont compenser ou permettre d'activer le geste en fonction de certains événements. Donc comment l'appareillage peut-il aider à garder la fonction? En redonnant de la stabilité, en optimisant les forces, en redonnant des sensations, parce qu'à partir du moment où je n'ai pas mon pied, il y a tout un tas d'informations qui ne remontent pas à mon cerveau, donc j'ai besoin de recueillir ces informations à l'interface entre mon membre et la prothèse. Ça doit répondre à des contraintes de résistance. On se doute bien que si je fais 50 kg, l'appareillage n'a pas les mêmes contraintes mécaniques que si j'en fais 120, et ça aide à remplacer le segment. On va pour ça souvent utiliser des mécanismes passifs, et là je voulais vous illustrer un mécanisme qui s'appelle la tenségrité. La tenségrité, c'est un équilibre des forces qui va permettre d'obtenir un équilibre dynamique. Donc là, j'ai deux systèmes rigides qui peuvent être les os. J'ai des fils entre ces os qui vont être, par exemple, les ligaments. Et il s'avère que j'ai très peu de contraintes entre mes os, tout simplement parce qu'il existe ces phénomènes d'équilibre des forces qui vont un peu mettre ça en suspension les uns par rapport aux autres. On va beaucoup se servir de ces mécanismes-là. Donc, pour finir, je voulais vous parler d'un patient qui a accepté également que je partage son histoire avec vous, qui est athlète de natation. Il présente une maladie qui s'appelle Charcot-Marie-Tooth, qui est une maladie neurodégénérative, et il a une instabilité majeure à la marche, il a du mal à tenir debout, mais surtout, il ne peut pas courir depuis plus de 20 ans, ce patient, parce qu'il est douloureux, mais surtout, il n'arrive pas à produire de la force. Et son objectif, quand il vient nous voir, c'est refaire un footing avec son épouse. Voilà, c'est son ambition. Il a un problème majeur, c'est qu'il n'a pas de force dans son triceps, donc le muscle du mollet dont vous parlait Gilles tout à l'heure. Et puis, il a des déformations du pied. Grâce à l'imagerie médicale, donc là, vous avez un exemple de comment il court, et il ne peut pas courir plus de 100 mètres, tout simplement parce que si vous regardez ses mollets, il n'y a plus de muscles. En fait, il n'est pas capable d'avoir ces muscles-là. Et ces muscles-là, ils permettent de ralentir le poids du corps quand je marche ou quand je cours, pour empêcher que je m'effondre, et derrière, pouvoir propulser, et donc étendre derrière la cheville. Grâce aux travaux qu'on réalise avec Gilles, on a pu se rendre compte que les primates possèdent un mécanisme passif où, à partir du moment où je vais étendre le genou, j'ai la cheville qui s'étend de manière automatique. Donc, on a pu analyser
ce phénomène chez différents primates. Alors, je vais essayer de voir si la vidéo se lance. Bon, elle ne se lance pas, mais c'est de manière opportuniste. Bien entendu, on ne va pas endormir l'animal pour ça. Ah oui, vous la voyez, ok. Et donc, on fait la même chose que sur nos patients. On examine, on regarde comment tournent les hanches, comment fonctionne le genou, comment fonctionne la cheville. L'animal est endormi pour des raisons contraceptives. Ils doivent lui changer son implant contraceptif, donc ce n'est pas pour nous qu'il est endormi. Et de manière opportuniste, on va venir l'examiner pendant qu'il dort. Ça nous permet de confirmer ces hypothèses. Et derrière, grâce à ce que vous a montré Gilles, le fait qu'on ait l'analogie du fait que les babouins courent, alors que pour nous, c'est une marche, grâce à des spécificités de leur triceps, on a pu concevoir une orthèse, que vous pouvez voir ici, de releveur, qui reproduit ce mécanisme. Et comme vous pouvez le voir, quand le patient court, l'orthèse se déforme, va emmagasiner de l'énergie pour pouvoir la restituer au bon endroit, c'est-à-dire au niveau du tibia, ce qui fait que le patient a juste à se servir de ses genoux pour pouvoir produire la force nécessaire pour courir. Comme vous pouvez le voir ici, finalement, maintenant, le patient a changé ses ambitions. C'est plus faire un footing avec sa femme, qui maintenant ne suit plus. En fait, son ambition, maintenant, c'est de devenir athlète paralympique en triathlon. Donc, on n'aurait pas pu trouver cette méthode-là si on n'avait pas compris du primate des mécanismes pour réaliser la même fonction qui est la marche, en comprenant l'impact de la structure dans cette fonction. Donc, pour conclure, la connaissance de l'anatomie comparée pour comprendre les stratégies fonctionnelles des primates est essentielle pour comprendre les nôtres. Et si on veut en plus comprendre celle des fossiles, on a besoin de cette connaissance. La technique de fabrication des appareillages doit être personnalisée à l'anatomie du patient et à la fonction envisagée. L'orthèse que vous voyez là, le patient ne peut pas marcher avec. Tout comme les lames carbone, le patient ne marche pas avec. C'est fait pour une fonction précise qui est la course. Le sportif intègre son appareillage comme un nouvel organe, et ça on va le voir dans les conférences après. Ça devient vraiment, ça s'intègre dans son système. Et il utilise l'intégration sensitive pour optimiser sa motricité. Et à terme, la robotique permettra d'apporter des nouvelles fonctions. Et finalement, le handicap sera peut-être du côté des valides qui n'auront pas la possibilité de substituer un membre pour réaliser d'autres gestes. Donc, on va passer la parole pour expliquer justement ces mécanismes et cognitifs et la robotique. Merci beaucoup. Et je donne tout de suite la parole à professeur Alain Berthoz, que j'ai le grand plaisir d'accueillir. Alain Berthoz est neurophysiologiste. Il est membre de l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies et professeur au Collège de France. Il occupait la chaire de physiologie de la perception et de l'action au Collège de France. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'accueillir parce que j'ai eu la grande chance de faire une thèse dirigée par lui il y a quelques années maintenant. Et donc, voilà, je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour, je voudrais remercier le Musée de l'Homme et sa direction de nous avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui avec vous et de discuter. Je vais vous présenter des diapos qui sont un peu compliqués parce que le cerveau c'est compliqué, mais je vais essayer de vous raconter une histoire assez simple et d'être aussi clair que mes prédécesseurs qui ont été d'une immense clarté. Comment font les athlètes en situation de handicap pour obtenir des performances exceptionnelles lors des Jeux paralympiques ? On a tous été éblouis. La compensation de déficits sensoriels ou moteurs n'est pas une nouveauté. En effet, au cours de l'évolution, Sapiens a aussi trouvé les moyens de survivre. Grâce à des blessures, amputations, déficits sensoriels, il a su trouver les moyens de compenser les déficits, avec ou sans outils, ou des dispositifs techniques, en utilisant la capacité extraordinaire de notre cerveau à trouver de nouvelles solutions par l'apprentissage, la plasticité neuronale et des stratégies comportementales. Et c'est ça que les neurosciences en général, en collaboration avec la biomécanique et les spécialistes de paléontologie, essayent de comprendre aujourd'hui. Donc le sujet, c'est cette plasticité, cette capacité du cerveau de se modifier pour éventuellement arriver à faire des choses alors qu'on a un membre en moins ou autre chose. Le cerveau, en effet, est doté de cette grande capacité de plasticité et il a été montré dans la littérature déjà que la pratique intensive d'une activité modifie le cerveau. Il n'est pas du tout stable. Par exemple, voilà, alors j'ai des diapos dans lesquels il y a des images, mais je ne vais évidemment pas entrer dans le détail de ces images.
mais c'est pour vous montrer qu'il y a des données expérimentales. La seule chose à lire, c'est éventuellement les petites phrases qui sont en haut. Et puis vous pouvez regarder les images, parce que c'est là qu'est la complexité. Voilà un exemple d'une étude sur l'influence du piano par l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Et une des voies du cerveau, la voie pyramidale, comme le montre cette image, est plus structurée chez les pianistes que chez les non-musiciens. Donc l'activité modifie le cerveau. C'est bien connu et c'est bien documenté. Mais il y a plus que simplement la plasticité. Il y a la capacité de trouver des solutions nouvelles, complètement nouvelles. C'est la notion que moi j'ai appelée de vicariance et qui d'ailleurs, que je n'ai pas inventée puisque les paléoanthropologues ont utilisé déjà ce concept il y a longtemps. Et il a été distingué la vicariance sensorielle. Par exemple, on peut utiliser un sens à la place de l'autre. On peut utiliser les sons à la place de la vision pour s'orienter. La vicariance fonctionnelle, qui est un grand concept qui a été utilisé en psychologie en France par une très grande école de psychologie différentielle. Chaque individu disposerait de plusieurs processus vicariants, des stratégies finalement, pour remplir une fonction donnée et s'adapter au contexte, par exemple, au but de l'action, à ses compétences, à ses valeurs. Et il y a eu des personnes comme, par exemple, Reclin, le psychologue, mais aussi une école à Grenoble, qui a beaucoup travaillé sur ces questions il y a un certain nombre d'années. Et puis la vicariance d'usage, c'est-à-dire qu'on peut utiliser une chose pour toute une série de fonctions. On peut utiliser, pardonnez-moi, un crayon pour se nettoyer, on peut utiliser un outil. C'est la vicariance d'usage. Autrement dit, on peut avoir une immense variété de comportements dans ces questions, et c'est cela que les athlètes de haut niveau nous ont démontré pendant ces Jeux paralympiques. Un exemple de vicariance sensorielle, ou plutôt quelques-uns. Le médecin Bakirita, Paul Bakirita, décédé il y a très longtemps, avait déjà montré qu'on peut utiliser des vibrations. Il avait fait des vibrations qui étaient appliquées dans le dos d'aveugles de naissance, et ces vibrations étaient pilotées par une caméra. Et il avait montré que si, avec une caméra, par exemple, on montre au sujet l'image d'une balle, d'un ballon qui se rapproche, bien que les vibrations soient dans le dos, le sujet aveugle faisait comme ça. C'est-à-dire qu'il avait, alors qu'il était simplement vibré dans le dos, reconstruit complètement la perception d'une balle dans l'espace qui venait vers lui. Moi, j'ai eu dans mon laboratoire, il y a très 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 longtemps, parce que je suis très vieux, un de ces aveugles de naissance qui avait travaillé avec ces vibrations, même sur une usine, dans une usine où il avait réussi à monter des pièces électroniques. Il y a aussi la capacité, c'est ce que montre cette image, de remplacer les informations sensorielles tactiles du pied par des vibrations dans le dos. C'est un travail qui a été fait dans lequel, chez des gens qui n'ont pas la proprioception et les informations podales quand ils se déplacent, eh bien, les pressions du pied par des technologies comme celle que nous a montré notre collègue il y a un instant, étaient renvoyées aussi à un stimulateur dans le dos. On peut donc remplacer complètement, et le cerveau a cette capacité par le fait qu'il y a convergence, il y a dans les réseaux neuronaux cette capacité, nous pouvons remplacer complètement une information sensorielle par une autre. Et j'ai eu l'occasion de voir l'équipe de France de footballeurs aveugles, qui sont complètement aveugles, qui jouent au foot, qui tirent, qui échangent des balles. Et j'ai vu à quel point ils peuvent utiliser les signaux acoustiques, soit des petites billes qui sont dans le ballon, soit d'autres signaux pour remplacer la vision. Donc c'est une première source. Il y a aussi la vicariance fonctionnelle. Je montre cette diapo simplement à titre d'exemple. Je montrerai d'autres exemples plus tard, mais comme je suis très très vieux, elle me fait plaisir puisqu'elle montre que les vieux peuvent utiliser des aires nouvelles pour compenser un déficit. Lorsqu'on vieillit, les aires du cortex frontal qui sont impliquées dans un certain nombre de fonctions très importantes diminuent, mais on a montré qu'on peut aller on peut faire la même chose en créant complètement, c'est ça l'idée du message, des réseaux de neurones, en recrutant
des réseaux, des systèmes neuronaux différents qui nous permettent éventuellement de faire la même chose. Et c'est ce qui est vraisemblablement utilisé par ces athlètes qui arrivent à faire parfois, d'ailleurs, des performances meilleures que les nôtres. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est l'utilisation de technologies qui viennent de vous être mentionnées, comme on le voit d'ailleurs dans la dernière vitrine du parcours sur l'évolution humaine du Musée de l'Homme, puisque c'est une des raisons qui nous a conduit à discuter avec Madame la directrice du musée, c'est que le Musée de l'Homme a voulu que cette vitrine, récemment ajoutée à ce remarquable parcours que vous connaissez tous, une vitrine qui montre ces orthèses, ces prothèses. Mais alors d'abord, je voudrais vous montrer, donc la question de base dans tout ça, c'est comment le cerveau de ces personnes en situation de handicap peut arriver à s'approprier ces techniques, ces outils, ces prothèses, exosquelettes, fauteuils, etc. Mais d'abord, une petite expérience qui va vous montrer la capacité qu'a le cerveau de percevoir vraiment un membre artificiel comme un membre réel. C'est le paradigme dit de la main de caoutchouc. Comme vous le voyez sur l'image qui est là, voilà, ici, le sujet est comme moi, avec les deux mains sur la table, et on cache, par exemple, sa main. Imaginez que ma main gauche est cachée. Et on pose devant lui, en ayant caché la main, une main de caoutchouc. Et l'expérimentateur, avec une petite baguette, va toucher en même temps la main que le sujet ne voit plus, comme ma main là qui est cachée, et la main de caoutchouc. Eh bien, à condition que ça soit bien simultané, au bout de très peu de temps, le sujet sent le toucher comme s'il était sur la main de caoutchouc. C'est-à-dire qu'il s'approprie dans son schéma corporel, dans son cerveau, la main artificielle qu'il perçoit comme étant sa main. Donc notre cerveau a bien la capacité de s'approprier un objet qui ressemble à une partie de notre corps, à condition qu'il y ait cette stimulation simultanée par cette baguette. Et je vous montrerai, et nous savons, grâce à l'IRM fonctionnel maintenant, quelles sont les structures du cerveau qui sont impliquées et le fait qu'elles sont d'autant plus activées qu'il y a bien effectivement que l'illusion est perçue de façon de plus en plus véridique. Alors nous avons au laboratoire, au Collège de France, il y a un certain nombre d'années, montré aussi, par une expérience que je n'ai pas le temps de vous détailler, que cette perception est modifiable, elle est attribuable à certaines parties du corps ou au corps entier, etc. Donc il y a toute une littérature sur ces phénomènes. Voici un exemple d'une étude qui permet de suivre les modifications neuronales induites par l'usage d'une main artificielle. Je vous montre cette image pour vous montrer qu'il est effectivement possible aujourd'hui, grâce à l'imagerie cérébrale, d'aller regarder quelles sont les aires du cerveau qui sont impliquées dans l'usage de ces artefacts. Voici aussi un autre exemple d'une étude qui démontre une augmentation de la connectivité entre les aires du cerveau impliquées dans le contrôle de la main liées à un usage d'une prothèse de main. Donc il est possible aujourd'hui d'aller regarder dans le cerveau, par des techniques d'imagerie, quelles sont les structures impliquées dans cette appropriation des artefacts. Alors évidemment, le cerveau humain contient de nombreuses zones sélectives de la main. Il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que le fameux homunculus. Nous avons en réalité dans notre cerveau un grand nombre de structures qui représentent, le mot n'est pas très bon, qui sont capables en quelque sorte de simuler les membres. Mais une expérience comme celle-là montre aussi que l'utilisation quotidien d'un membre artificiel dans la vie quotidienne augmente la réactivité des zones sélectives dans le cortex occipito-temporal latéral, même quand on montre simplement des images de la prothèse. C'est-à-dire que c'est vraiment une faculté très 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 puissante, là, et en particulier d'aller distinguer entre les différents types de prothèses. Donc il n'y a pas simplement l'appropriation, il y a aussi tout un travail qui est fait dans le cerveau qui permet d'aller identifier la nature en quelque sorte de la prothèse.
Donc nous avons cette capacité. Alors les travaux classiques jusqu'à présent travaillaient sur des aires spécialisées du cerveau qui codent donc ces différentes parties du corps, la main, la jambe, etc. Par exemple, voici un exemple ici d'une zone très particulière qui n'est pas le cortex moteur, qui s'appelle le cortex extrastrié, dans lequel il y a des neurones qui codent les mouvements des membres, certaines activités. Donc il y a bien des aires spécialisées. Mais récemment, en fait, les neurologues nous l'avaient montré il y a plus de 100 ans, on s'est intéressé à des modifications au niveau des structures qui représentent l'ensemble du corps, le schéma corporel. Et il y a depuis 100 ans des discussions en neurologie avec l'idée qu'il y a des structures impliquées dans le schéma corporel, une espèce de modèle interne, un double de notre corps, et l'image du corps, c'est-à-dire l'image que se ferait le cerveau sur le corps. Donc il y a de grandes discussions sur les séparations possibles de ces différents types de représentations, et comme je l'indique sur cette diapo. Et tout cela est dû au fait que notre cerveau n'est pas une machine qui simplement prend les informations sensorielles et les contrôle. Le cerveau, ça c'est un diapo que j'avais publié dans Le sens du mouvement, mon premier bouquin. Le cerveau n'est pas simplement une machine qui prend les informations des capteurs sensoriels et qui transforme les actions. Nous avons dans notre cerveau des boucles. Notre cerveau est essentiellement constitué de boucles internes qui circulent en permanence. Quand vous rêvez, par exemple, vous n'avez pas de contact avec le monde extérieur, mais vous rêvez que vous prenez le train. Moi, j'ai des cauchemars toutes les nuits, et c'est très réel. Nous simulons dans notre cerveau le monde, les effets, la biomécanique. Le cerveau est une machine qui fonctionne de cette façon, en simulant la réalité, ce qui nous permet de préparer le mouvement. Et chez les athlètes de haut niveau, comme chez les personnes en situation de handicap, le travail de réorganisation, d'innovation, de création de nouvelles structures se fait pas simplement avec les muscles du corps réel, mais elle se fait aussi à l'intérieur de ces boucles, dans cette simulation interne. Et c'est ensuite le succès de cette capacité de réorganiser, de retrouver des solutions nouvelles, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ensuite permet au corps réel de pouvoir faire ses performances. Et c'est ça le défi aujourd'hui que nous avons en matière scientifique, de comprendre mieux ces mécanismes. Alors il y a toute une série de mécanismes, vous connaissez tous sans doute l'histoire des neurones miroirs, ça a été découvert chez le singe. Notre ami Risolati à Parme avait enregistré des neurones ici, là, sur le côté, qui sont les neurones qui sont impliqués lorsqu'on mange un cacahuète, lorsqu'on fait ça, lorsque le singe attrape un cacahuète. Il enregistrait les neurones qui faisaient brrr, brrr, brrr. Et puis, l'expérimentateur a eu faim, il a voulu prendre un cacahuète dans le gobelet du singe et il a entendu dans le cerveau du singe le neurone du singe qui faisait broc, 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 décharger. C'est-à-dire que ces neurones ne codent pas simplement un mouvement, ils codent une action, qu'elle soit faite par le singe ou par moi. Autrement dit, quand je fais ça, dans votre cerveau en ce moment, les mêmes neurones simule mon mouvement. Encore une fois, c'est une très jolie illustration de cette existence interne de ces mécanismes de simulation. Et c'est pour ça que nous percevons mieux les mouvements que nous avons appris. C'est une très jolie manip qui avait été faite sur la danse. Par exemple, il a été montré que dans le cerveau, les danseurs qui sont familiers de la danse classique activent mieux ces systèmes de simulation que ceux qui sont spécialisés dans la capoeira. Et ceux d'entre vous qui sont des fanatiques du tennis ou du rugby vont éventuellement mieux simuler dans le cerveau ce qu'ils voient à la télé que les autres, grâce à ces mécanismes de simulation interne dans lesquels se produisent les réapprentissages que font nos amis et nos collègues athlètes et qui leur permet ensuite de faire ces performances. Et ça va même beaucoup plus loin. Il y a des réseaux communs entre l'imagination d'un mouvement et la réalisation. Si je fais ça aujourd'hui, j'active dans mon cerveau un certain nombre de structures qui sont montrées sur cette image.
Mais si maintenant j'imagine le mouvement que j'ai fait il y a un instant, eh bien, j'imagine, si je l'imagine vraiment, le simule, il y a activation presque des mêmes réseaux. Vous voyez à quel point le cerveau est un système interne, et c'est ça qui se passe dans le cerveau de ces athlètes lorsque pendant des années, ils travaillent pour compenser les déficits avec leur plasticité. Et alors, on va plus loin. Nous avons, et je vais terminer là-dessus parce qu'il est déjà 19h13, nous avons dans le cerveau un schéma du corps, ici, dans le cortex temporopariétal. Ça avait été montré par les neurologues il y a très longtemps. Ça a été remontré récemment par notre collègue neurologue à Zurich, Olaf Blanke, qui a montré qu'en stimulant électriquement cette zone du cerveau ici, dans le cortex temporopariétal, les sujets peuvent avoir l'illusion de sortir du corps, de se regarder en flottant, etc. Et nous avons nous-mêmes montré avec nos amis neurologues à Grenoble qu'il y a là toute une région qui est impliquée dans la simulation mentale du corps, un double virtuel. Et la réalité de ce corps double virtuel a été montrée en plus récemment dans des articles très sérieux publiés dans Science, dans lesquels il y a cette manip, qui est la dernière manip que je vous montrerai pour ne pas prendre trop de temps. L'expérience est la suivante. Le sujet est debout. Imaginez que je suis là debout et que j'ai un casque de réalité dans lequel je vois une image de moi prise de dos. Donc, il y a une caméra qui est derrière moi, là, comme ça, et je vois Berthoz, pas là, mais je vois une image de moi-même, debout, là, quelque part devant moi. Si, avec une baguette, on me touche dans le dos et que je vois mon corps virtuel devant moi, au bout de très peu de temps, j'ai l'impression que mon corps s'est déplacé dans l'espace. Ce n'est pas de la parapsychologie, c'est de la réalité, c'est-à-dire nous avons cette capacité de manipuler, de nous représenter notre propre corps. Et le message, il est là, c'est que je n'aurai pas le temps de vous parler de la marche, parce qu'il faut avancer, nous sommes déjà un petit peu en retard. Et nous avons cette capacité d'utiliser tous ces réseaux dans notre cerveau qui, non pas représentent, mais qui nous permettent de simuler nos actions, de trouver par la vicariance d'autres réseaux, d'autres combinaisons de ces structures pour arriver à faire ces performances, d'intégrer les artefacts pour faire ce qui nous émerveille lorsque nous voyons les athlètes faire ces performances. Mais je dois dire que ce que nous avons appris aussi aux Jeux paralympiques et ce que nous apprennent ces champions, c'est que c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai aussi pour tous nos déficits. Et au fond, ça nous donne un bon espoir. Merci. Merci beaucoup, professeur Berthoz. Et je donne maintenant la parole à monsieur Abderrahmane Kedar. Il est directeur de recherche au CNRS. Ses recherches portent sur l'haptique, la robotique humanoïde et la bionique. Actuellement, il dirige le plateau bionique à Cartigène Hôpital Universitaire de Montpellier. Il est membre titulaire de l'Académie nationale des technologies de France et chevalier de l'Ordre national du mérite. Et je vous laisse donc la parole. Je suis très honoré d'être parmi vous. Je vais vous parler de robotique et handicap, mais mes collègues m'ont déjà facilité grandement la tâche. Donc je pense qu'il y a beaucoup de transparence que j'avais préparé, dans lequel je vais aller vite. D'accord ? Parce que... alors, est-ce que ça marche ça ? Oui, normalement. Bon. Alors, je commençais par ce livre qui m'a beaucoup inspiré. Je l'ai lu plusieurs fois parce que, étant roboticien, j'avais essayé de regarder qu'est-ce qui s'est dit, d'accord, avant. Et notamment, je suis roboticien, donc je fais de la robotique et je fais de la robotique humanoïde. Et donc, on me posait toujours la question de pourquoi faire des robots humanoïdes. Alors, j'avais fini par répondre pour nous connaître mieux nous-mêmes. Et donc, ça a permis de comprendre comment on marche, ça a permis de comprendre beaucoup de choses.
Et donc, je suis tombé sur ce livre qui m'a été conseillé par un de mes mentors, et donc que j'avais lu. Et ce livre, il est assez intéressant. Je pense que vous connaissez tous probablement Onfray de la Métrie, qui était un médecin assez controversé dans son temps, d'accord, parce que c'était quelqu'un qui s'affichait à l'encontre un peu voilà, de la mouvance, on va dire, d'antan, et qui s'inscrivait dans le mouvement naissant des matérialistes. Et donc, alors, dans ce livre, pour dire les choses un peu vite, hein, donc c'est pour Julien Onfray de la Métrie, donc l'homme et les espèces vivantes sont un système biologique, matériel, et l'âme, l'esprit, la conscience constituent un système différent mais couplé, d'accord, à ces systèmes. Et si l'homme est une machine, alors, comme l'avait dit mon collègue avant, comme toute machine, il peut peut-être présenter des déficiences et casser, et plus important encore, être réparé. Voilà. Alors, comment réparer l'homme? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont connues. Hein. Donc, il y a les greffes d'organes, et puis il y a les organes artificiels. En gros, ça englobe une partie de ce dont on est en train de parler aujourd'hui, qui sont biofabriqués. Alors, je vais mettre bio pour des choses dont je vais parler après. Alors, bon, la transplantation, vous savez, donc cette image dit à peu près ce dont on est capable de transplanter. Donc là, si on a des pièces voilà, d'auto qu'on ne trouve pas sur le marché, eh ben on va à la casse, et surtout si l'auto n'est pas récente, et on peut aller ramener ces pièces détachées à la casse, et ça veut dire qu'en gros, ben, on attend que un de nous voilà, est en mort cérébrale ou en arrêt cardiovasculaire, parce qu'au fait, il y a une zone grise, hein, donc à partir de laquelle on considère qu'une personne décède, et auquel il faut faire vite pour prendre un peu ses membres et les donner à celui voilà, qui a besoin. Alors, on sait à peu près faire les organes, d'accord, que j'ai représentés ici, et quelques membres, d'accord, le visage, le bras, les mains et les jambes. Et donc, c'est à peu près tout, d'accord, ce qu'on sait faire, avec tous les problèmes dont on sait. Bon, c'est lourd. Après, il faut prendre des médicaments à vie assez souvent, parce qu'il y a les phénomènes de rejet que vous connaissez. Alors, après, maintenant, il y a une approche avec... donc, voilà, il y a beaucoup de recherches qui travaillent sur plutôt les organes imprimés. D'accord, les organes imprimés. Donc, la genèse de ça, c'est les personnes qui ont commencé à travailler sur des modèles microfluidiques de tissus, des mini-organoïdes, d'accord, des organes sur puce. Et on en est maintenant arrivé à essayer d'imprimer, d'accord, des organes en 3D en partant sur des cellules souches. Alors, idéalement, bien sûr, construit à partir des cellules reconnues par notre système immunitaire. Et donc, pour l'instant, la seule chose qu'on sait faire, c'est qui sont en plus en phase clinique, donc les oreilles, la cornée, la peau et les os. Donc, alors, l'autre approche, d'accord, pour nous réparer, c'est la bionique. Et donc, la bionique, c'est tout simplement des organes artificiels qui sont fabriqués, d'accord, à partir de biomatériaux. Et dans ces organes, organes artificiels, il y a ce que mon collègue avait noté, les orthèses, les prothèses. Et donc, c'est une sorte de dispositifs robotiques qui peuvent être passifs, actifs ou hybrides, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure. Donc, pour l'instant, d'accord, on est capable de faire quelques organes complètement artificiels, mais qui ne tiennent pas beaucoup. Ou alors, d'accord, des membres artificiels, c'est les prothèses dont j'avais parlé. Alors, je vais m'intéresser uniquement dans mon talk aux choses que je maîtrise, c'est-à-dire tout ce qui est organes artificiels qui sont en lien avec la robotique, c'est-à-dire qu'ils sont munis de capteurs et d'actionneurs. Alors, les enjeux de la bionique, elles sont énormes. Hein. Donc, ces enjeux-là, l'idée, c'est de combler en fait le fossé entre capacité et handicap, pour paraphraser ce qu'avait dit aussi mon collègue dans son talk, que j'avais bien apprécié, c'est que peut-être qu'on aurait avec ces technologies l'handicap qui aura plus de corps de performance, puisque si vous mettez des actionneurs au lieu de muscles, donc ces actionneurs, ils peuvent être beaucoup plus puissants, d'accord, que les muscles dont on est doté par la nature. Et donc, alors il y a bien sûr un enjeu assez économique, hein, donc d'essayer de trouver des solutions plutôt bioniques. Et il y a l'aspect fossé, combler le fossé entre les limites et le potentiel. Et donc,
Alors, c'est assez intéressant de comprendre, d'accord, que quand on essaye de faire des prothèses ou parfois même des orthèses, ça regroupe, d'accord, beaucoup de compétences. Donc là, vous voyez Oxandre et son bras bionique. Pour qu'on en arrive ici, il a fallu la contribution de microélectroniciens, de roboticiens, des personnes, des chercheurs en biomatériaux, en médecine, bien évidemment, en bioingénierie, en biomécanique et aussi en psychologie. Alors, pour concevoir donc ces types d'accord, de prothèses ou d'orthèses, il y a le problème de, une fois supposé qu'on ait un robot pour remplacer un membre, donc une prothèse dans ce cas-là, il faudra la placer, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut concevoir la tâche. Alors, si c'est des prothèses, qu'elles soient d'ailleurs passives ou actives, hein, c'est le même problème. Donc, il faut que l'on étudie très très bien, d'accord, comment on va attacher cette prothèse à la personne, sans parler pour l'instant de contrôle, d'accord, et de retour sensoriel. Déjà, rien que dans le design, d'accord, de l'attache de la prothèse, il y a un savoir-faire et ce n'est pas facile parce que c'est aussi quelque chose qui va dépendre, qui va être différente de chaque individu. Alors, il y a bien sûr le confort, la sécurité, la propreté, parce que bon, on a des cellules qui se régénèrent, hein, donc ce n'est pas le cas au fait des matériaux qu'on utilise. Et donc, il y a aussi l'évolutivité. Donc, le cas d'Oxandre, il va grandir. Donc sa prothèse, voilà. S'il a 8 ans, il lui faut une prothèse de 8 ans, il va commencer à grandir. Il faudra, la prothèse, elle, d'accord, n'est pas constituée de cellules, elle ne va pas grandir, il va falloir la remplacer. Donc, alors juste pour donner un exemple ici illustratif de qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, là où à MIT, j'ai pris juste cet exemple, d'accord, où on voit ici je ne sais pas si ça fait... okay. Ah oui, on voit ici donc une radio, d'accord, d'une personne qui est amputée, d'accord, et donc ça c'est le dispositif robotique qui a été conçu avec des actionneurs linéaires, d'accord, où on était en train de prendre tout simplement la raideur, donc la raideur de la peau pour pouvoir dresser une sorte de carte, d'accord, de raideur. Et on voit que l'interface, si vous regardez bien, elle est construite avec des raideurs qui sont presque le négatif, d'accord, de la raideur au fait des tissus mous. Pourquoi? Parce qu'on souhaitait avoir une distribution des efforts qui était normale pour avoir un meilleur confort. C'est-à-dire qu'en gros, les zones molles, d'accord, qui sont rigides, on va les mettre, on va faire l'interface pour qu'elle soit molle, d'accord, et des endroits où elle est molle, on peut mettre, d'accord, se permettre de mettre une partie au fait de l'interface d'attache qui peut être rigide. Et le but au fait, c'est de distribuer les efforts de façon normale. Ici, donc pareil, alors là, ça a été tiré au fait du savoir-faire des implants dentaires, hein, donc on implante du titane, d'accord, à l'intérieur de l'os, et puis on vient après créer une interface. Donc ça nous vient du Bionic Institute du Dr Ortiz, et donc pour pouvoir brancher au fait l'interface à l'intérieur. Donc vous voyez, le premier problème, c'est un problème d'interfaçage. Après, je vais essayer d'aller vite parce que on manquera de temps. Maintenant, une fois qu'on a la prothèse, si elle est motorisée, il faut la contrôler. Donc, il faut envoyer les signaux au moteur pour pouvoir bouger la prothèse comme vous bougeriez vos bras, votre jambe et vos mains. Et l'idée ici, c'est de savoir quelle est l'intention de la personne. D'accord ? Voilà. Maintenant que j'ai ma prothèse portée, il faut que j'extrais l'intention de la personne. Et malheureusement ici, il n'y a pas beaucoup de technologies, d'accord ? En tout cas, les plus utilisées, c'est de l'électromyogramme, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'activité électrique, d'accord, au niveau des contractions musculaires. Alors, il y a beaucoup de travaux qui vont essayer, d'accord, de faire des technologies avec de l'électronique organique qu'on met sur la peau. Le but, d'accord, ou alors l'EEG. D'accord, mais donc l'EEG, au fait, qui va extraire les signaux du cerveau, mais je reviendrai peut-être un petit peu plus tard là-dessus. En tout cas, il y a des solutions qui ne sont pas invasives, d'accord, et qui vont essayer d'extraire. Alors, en général, le signal est assez bruité, d'accord. Il va falloir faire beaucoup de traitements de signal pour pouvoir extraire des patterns. Donc, pour pouvoir extraire des patterns, on va dire aux personnes de faire l'intention d'attraper, l'intention de bouger, et on va essayer de voir si à partir des signaux qu'on a, on va pouvoir extraire des patterns qu'on va après appliquer directement à l'actionneur qui est porté par la prothèse.
Alors maintenant, il y a des solutions qui sont beaucoup plus invasives. Pourquoi elles sont invasives? D'abord parce que les personnes qui sont en situation de handicap, qui portent des prothèses, ben, ils aimeraient que la prothèse, bien sûr, soit la plus discrète possible. Et donc, pour réduire un peu les problèmes des bruits que j'avais évoqués, si on met en fait des électrodes ou de l'EEG ou de l'EMG à l'intérieur, d'accord, des tissus, eh bien, on espère avoir des signaux beaucoup plus clairs. Et il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré au fait que au fait, en mettant au fait, l'EEG, parce que je préfère le dire comme ça, hein, donc, pour être plus simple, à l'intérieur, d'accord, des muscles pour mesurer l'activité musculaire, eh bien, on arrivait à avoir des signaux un peu plus propres. Par contre, ce n'est pas véritablement vrai, parce que c'est vrai qu'ils sont plus propres, mais ils sont localisés, alors que si on met des l'EEG, il a une image de tout l'ensemble musculaire, alors qu'ici, on ne peut avoir l'image que d'un muscle en particulier, et c'est pour ça qu'en général, on en met beaucoup plus, d'accord, pour pouvoir extraire quelque chose qu'on peut exploiter pour deviner quelle est l'intention de la personne, pour pouvoir contrôler. Alors, il y a bien sûr les cogs, là, ça nécessite d'ouvrir la boîte crânienne pour mettre toujours de l'EEG, d'accord, sous forme de matrice, pour pouvoir extraire un signal qui est un peu plus, d'accord, net, parce que évidemment, si vous mettez une boîte crânienne, enfin, si vous mettez de l'EEG sur le scalp, c'est comme si vous étiez en train d'écouter de la musique qui se jouait, d'accord, derrière ce mur. Bon, on peut en écouter un peu des bribes, mais c'est de là à se dire qu'on en tire l'intention réelle, d'accord, de la personne, on en est très très loin de là. Alors, après, là, donc si on est capable d'extraire l'intention pour contrôler, d'accord, ce système, encore faut-il redonner, d'accord, le retour sensoriel, donc la sensation qui est nécessaire parfois quand on attrape ou quand on marche. Et là, très clairement, en fait, les prothèses assez souvent sont sans retour sensoriel, et donc les prothèses qui sont sans retour sensoriel sont assez souvent complexes à contrôler. Alors évidemment, il y a les prothèses des athlètes, d'accord. Les athlètes, on peut faire des prothèses, mais les prothèses des athlètes, ce n'est pas des prothèses qui vont leur servir de vivre tous les jours, d'accord. C'est les prothèses d'un soir. Alors, on s'entraîne avec, etc., mais ce n'est pas avec ça qu'on va au bal. Ce n'est pas avec ça, au fait, qu'on sort avec les amis aussi. Et donc, il faudrait, quand on parle un peu de situation de handicap, il y a certes, d'accord, les prouesses paralympiques, mais derrière ces prouesses paralympiques, il y a aussi des personnes qui ont une vie, d'accord, après le sport. Et donc ça, quand on met des prothèses où on ne sent rien, c'est très difficile à contrôler. C'est très très simple. Vous pouvez anesthésier un peu votre peau pour comprendre que vous serez incapable de prendre un verre, même si vous êtes en train de regarder avec la vision. Oui. Alors, il y a le sentiment, bien sûr, qu'il y a une déconnexion de cette prothèse par rapport à notre corps. Et c'est ce qu'on appelle un peu, dans le jargon de l'automatique, c'est de la commande en boucle ouverte. D'accord. Et donc, ça peut être aussi instable. Et donc, on n'a aucune sensation de contact, etc. Alors, comment rendre le cerveau conscient de l'état de la prothèse? Alors, il y a deux grandes approches. Hein. Donc, soit l'utilisation des substitutions sensorielles. Donc, on va substituer un peu la sensation du toucher par un autre, ou l'utilisation de la voix afférente. Alors, donc, les concepts clés pour pouvoir réussir, je ne vais pas les donner en détail parce que le professeur Berthoz les a déjà bien élucidés, donc que le système nerveux on compte sur la plasticité du cerveau, cette histoire d'incorporation, d'accord, qui est due à Botvinnik et Cohen, qui est au fait que le corps est capable de s'approprier d'autres corps externes. Alors, en tant que roboticien, on lit, d'accord, cette littérature. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est un capteur, d'accord, que je peux mettre. Et je n'ai pas de capteur d'incorporation, d'accord, ou d'embodiment, si on dit en anglais. Je ne sais pas à quel point, d'accord, la personne s'est appropriée, au fait, sa prothèse ou pas, ou elle est en train d'être déconnectée d'elle. Je n'ai pas ce capteur-là, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais arrêté de faire de la recherche là-dessus, parce que je me suis dit, j'arrive pas à trouver un capteur qui me dit quel est le degré d'appropriation, d'accord, d'un dispositif, pour que je puisse toujours laisser la personne engagée, d'accord, sur l'utilisation de sa prothèse. Alors, donc il y a bien sûr quelques solutions, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces solutions pour faire du rendu sensoriel. Donc il y a ce qu'on appelle l'antagoniste myo-neural interface. Alors c'est très très simple, hein, donc il s'agit de donner un retour de proprioception
Et l'idée ici, c'est que quand on ampute une personne, on garde un peu quelques muscles antagonistes qu'on va relier avec des muscles agonistes et on garde, d'accord, cette notion, d'accord, de propriation. C'est-à-dire que quand vous allez vous contracter, donc après il suffit juste d'extraire le signal, d'accord, pour contrôler en fait la prothèse et la personne a l'impression en fait vraiment d'un retour sensoriel sur la prothèse qu'il contrôle. Il y a bien sûr, donc c'est ce qui marche à peu près bien, donc la réénervation, c'est-à-dire qu'en gros on prend des nerfs qui sont plus, d'accord, qui n'ont pas les nerfs terminaux qui devaient être associés au membre qui a été amputé, donc on prend une partie d'un muscle qui est là et on le déénerve pour le réénerver, d'accord, et du coup on va utiliser cette contraction parce que dans le cerveau, comme l'avait expliqué Alain Berthoz, on garde une trace un peu de cette simulation, d'avoir toujours la main. Et quand on veut faire cette volonté, ben, le cerveau active tout le système qui envoie, les signaux qu'il faut, sauf qu'ils arrivent à une zone morte s'il n'y a rien. Si on réénerve une autre partie de notre corps, ben, ils arrivent à quelque chose. Et après, pour donner la spécification sensorielle dans ce papier-là, ils utilisent tout simplement des vibrations sur la peau qui est aussi été énervé, et on arrive, d'accord, à avoir quelque chose qui fonctionne à peu près bien, d'accord, parce qu'on est capable de prendre des verres avec ça. Ça, je ne vais pas en parler parce que là, il s'agit de mettre des implants. Donc, Alain Berthoz avait fait voir un peu ce slide, d'accord, où il s'agit de mettre maintenant des implants, véritablement des électrodes dans, d'accord, le système nerveux donc efférent, qui permet en fait d'avoir, d'accord, ce retour sensoriel en stimulant directement le nerf. Alors, dans les cas de paralysie, c'est un peu plus compliqué, d'accord, parce que là, on ne va pas amputer, d'accord, les personnes juste pour leur mettre une prothèse. Et donc, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait donner à ces personnes, d'accord, la possibilité quand même. Alors, c'est des personnes qui sont complètement soit tétraplégiques, paraplégiques, d'accord, c'est-à-dire qu'en gros, là, ils ont tous leurs membres, sauf qu'il y a la moelle épinière qui est sectionnée. Et donc, du coup, voilà, on ne va pas leur enlever, d'accord, les couper pour pouvoir mettre un système, quoique. On ne peut pas pour l'instant, mais là, c'est la seule, d'accord, possibilité, parce qu'il n'y a pas de nerf qui arrive, c'est d'aller chercher l'information dans le cerveau directement. Alors, donc ça utilise ce qu'on appelle le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est très, très compliqué parce que vous faites apprendre à votre cerveau à travailler contre nature. D'accord ? C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir, vous êtes en train de vous entraîner. Alors, les entraînements pour pouvoir arriver à ça, ça prend jusqu'à 6 mois. D'accord ? Ce que vous êtes en train de voir en vidéo. Mais là, la trajectoire directe, d'accord, du robot est générée par le cerveau. C'est l'activité cérébrale, d'accord, qui est mesurée par les électrodes qui sont ici implantées, hein, donc le jet implanté directement. Donc, on a appris, d'accord, à ces personnes de générer des signaux, c'est-à-dire que vous avez entraîné votre cerveau à générer, d'accord, des signaux pour faire bouger ce bras robotique pour qu'il fasse un certain nombre de choses, qui est assez souvent vous apporter ce verre-là et le prendre, ou alors apporter le chocolat et le prendre. Alors nous, roboticiens, quand on a regardé ça, enfin le premier c'est mes collègues du DLR quand même, donc qui sont des roboticiens à la base, on s'est dit, mais si on savait que la personne voulait boire, le robot, on sait le programmer pour aller prendre le verre et le donner au patient directement. D'accord ? Parce que pourquoi est-ce qu'on entraîne la personne à générer ceci ? Mais au fait, si vous faites ça, vous cassez, d'accord, l'encorporation. C'est que la personne ne sent plus maître, d'accord, du contrôle de ce dispositif, et c'est très très important. C'est-à-dire que même si vous faites quelque chose qui marche très très bien en autonome et que vous devinez l'intention de l'opérateur, la prouesse après, c'est de faire croire à l'opérateur que même ce robot qui va aller prendre le verre de façon autonome, il est sous son contrôle et qu'il ne le fait pas en fait de façon autonome. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Alors maintenant, je vais être un peu sur un discours, voilà, donc je vais aller très très vite, hein, donc un peu futuriste, d'accord, peut-être pour la dernière vitrine ou la vitrine à venir. Et c'est un peu, voilà, donc c'est très controversé, hein, donc, et vous pouvez bien évidemment être très contre par rapport à ce que je suis en train de dire. Alors, si on peut remplacer pas mal de choses chez une personne, et qu'on a un jour, qu'on arrivera très certainement à faire des prothèses, d'accord, de plus en plus sophistiquées, et qui permettent d'avoir un retour sensoriel parfaitement bien, qui sont contrôlées bien, jusqu'à combien je peux pousser le curseur ?
D'accord. Donc là, vous voyez par exemple sur cette personne, il a remplacé les 2 mains. On peut après, pourquoi pas remplacer les 2 pieds. Et puis la question, c'est jusqu'à quand je peux passer le curseur? Est-ce que si un jour je peux tout remplacer, en fait, est-ce que je peux remplacer, voilà, est-ce que je peux faire une copie numérico-robotique de moi-même? Et donc pour ça, il y a la technologie de la robotique humanoïde, d'accord? Et ça, c'est un peu les personnes avec leurs clones, d'accord? Donc en fait, il y a comme vous pouvez le voir en statique, d'accord, il sera très difficile de reconnaître quelle est la personne du robot, d'accord, qui le représente ou de son clone. Par contre, quand on commence à bouger, vous allez voir que assez vite, vous allez comprendre, les mouvements sont un peu saccadés, n'a pas la même expression faciale que nous, et ça ne trompe pas l'œil, d'accord, assez souvent. Donc, un des problèmes auxquels on s'est intéressé maintenant, c'est de savoir pourquoi je ne suis pas capable de construire une image physique, d'accord, de moi-même, dans lequel un test de Turing va dire je ne sais pas trop à qui je suis en train de parler, est-ce que c'est une machine, est-ce que c'est une personne, ne serait-ce qu'en vidéo tout simplement. D'accord. Et donc je conclus mon talk sur combiner maintenant l'intelligence artificielle, la robotique humanoïde, la bionique au service du handicap, d'accord, va donner des améliorations très notables dans les années qui viennent. Et donc on pense pouvoir, d'accord, faire des systèmes beaucoup plus évolués que ce qu'on a actuellement. La science avance assez vite d'ailleurs. Et après, est-ce qu'on peut réaliser un clone numérico-robotique de soi? Donc c'est un défi à très long terme, bien évidemment. Et puis il y a plusieurs barrières technologiques à surmonter. Et alors pourquoi faire ça? C'est pour générer des connaissances et puis comprendre ce que c'est que l'intelligence, ce que c'est que la conscience, ce que c'est que l'être humain et les limites et les barrières, d'accord, entre le système vivant et les systèmes artificiels. Merci de m'avoir entendu. Merci, chers collègues, pour avoir respecté le temps très serré. On a peut-être le temps pour une question, quand même. Parce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on parte à 45 ou 50 ou plus tard. Non, pas de questions? Ah oui, c'est vrai, elle est en avance. Ah bah c'est super, c'est magique. On a plus de temps, en fait. Oui. Bonsoir. Il a été mentionné des prothèses d'yeux et d'oreilles. C'est quelle partie de l'oreille serait pour être faite? C'est pas le pavillon, j'imagine. C'est l'oreille moyenne, l'oreille interne. Je pense que c'est le cartilage de l'oreille. Ah d'accord. Ok. Merci. En impression 3D, j'entends, d'accord. C'est le cartilage, d'accord, de l'oreille. Oui, le pavillon. Voilà. Non, je rebondis sur la question du monsieur. Quelle matière, en fait? Bio, vous dites que c'est de la matière organique ou c'est de la matière synthétique? C'est pas moi qui fais ça, mais en général, c'est imprimé avec des cellules. Donc, il y a une matrice, d'accord. Il y a une matrice qui est faite avec un matériau, et puis on imprime sur la matrice des cellules. Et par exemple, on essaye, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le cartilage. Parce qu'à l'hôpital, à Montpellier, au fait, on s'intéresse plus au cartilage d'accord, du genou pour les personnes atteintes d'arthrose, pour essayer de repousser le plus possible l'implant fait d'une prothèse. Et donc, je sais que les essais qu'on a actuellement font que le cartilage ne survit pas longtemps, il meurt. Et on est en train de travailler sur... alors les médecins nous ont demandé de faire une prothèse qui permet de distraire un peu le genou, de façon à ce que ça laisse au cartilage, enfin à l'implant, donc le temps, d'accord, de se rigidifier, si vous voulez, de s'implanter. Donc c'est un peu une phase de réhabilitation. Mais donc les pressions auxquelles il est... voilà, on peut... Pour l'instant, les pressions, d'accord, pour lesquelles l'implant donc imprimé peut vivre sont très basses. D'accord, il faut vraiment écarter beaucoup trop le genou. Et les solutions en fait, pour faire la distraction du genou, elles sont toutes invasives. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre des broches sur le fémur, des broches sur le tibia, et puis régler pour que ça, voilà, ça tire, et puis le faire diminuer petit à petit en fonction du temps en fait, qui passe. Alors on essaye de faire un qui ne soit pas
justement qui ne soit pas invasive. Merci. Et du coup, maintenant les problèmes. Alors, on a on a conçu un mécanisme qui peut le faire, sauf que il faut pousser après sur la peau, d'accord. Donc, on est en train de voir comment on trouve une solution pour que, au fait, ça puisse être mis sur la peau, mais en même temps, voilà, que ça ne crée pas des escarres, quoi. Voilà. Encore une petite question? Il y a un monsieur là-bas. Bonsoir, merci pour votre intervention. Moi, j'ai une question. Je suis enseignant à l'université. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Je suis enseignant à l'université dans un service conjoint comme le vôtre. Et j'ai des étudiants qui pratiquent l'activité physique, mais qui sont à mobilité réduite. Quel est leur parcours pour accéder potentiellement à des outils tels que ceux qu'on a pu voir aujourd'hui, qui sont présentés pour les aider à rentrer dans une mobilité meilleure que celle qu'ils ont au quotidien? S'il vous plaît, merci. Mon collègue qui peut répondre. C'est vrai que c'est une question qui est très difficile parce que tous les équipements sont extrêmement coûteux et que, comme quelqu'un l'a dit, chaque équipement, chaque prothèse, elle est pour une fonction de données et que s'il faut cumuler la lame pour courir, la lame pour sauter, etc., c'est un gros problème effectivement parce que pour se payer les prothèses, c'est extrêmement cher. Donc je crois que mon collègue va répondre, il est plus spécialiste. Oui, alors il y a des initiatives grâce à Paris 2024 qui sont en cours, dont un centre qui s'appelle l'ISPC, qui est en train d'être créé autour des Mureaux et qui a, contrairement aux autres centres orientés soit performance dans le handicap ou soit orientés que médical, a pour objectif, pour toute personne porteur d'un handicap, d'être accompagné pour découvrir l'activité physique qu'il peut pratiquer, trouver le bon appareillage qui permet de réaliser cette activité physique et la bonne réadaptation, rééducation qui permet d'aller jusque-là. Et ce sera un centre qui combinera du médical, de l'hôtellerie, du coaching, de la formation, également pour les personnes qui entourent, qui encadrent, et que dans n'importe quel club de sport, les diplômés d'État puissent être formés à intégrer des personnes en situation de handicap dans leur activité. Donc là, c'est des initiatives qui sont en cours et qui, à partir de 2026, normalement, seront à disposition du grand public. Je peux me permettre une réaction. J'ai entendu les diplômés d'État et il serait top aussi d'inclure les universitaires, puisque pour le coup, les enseignants d'éducation physique, quel que soit le niveau, sont aussi diplômés et peuvent participer à cette aventure. Alors, je fais un focus parce qu'il y a un vrai sujet dans notre corporation, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et du reste, si l'étudiant, l'enfant est équipé de ce type d'outils, il faut aussi que les gens qui accompagnent soient aussi formés avec le niveau qui va bien pour pouvoir améliorer leurs enseignements au quotidien et du coup prendre en charge de manière plus globale et durable la richesse de ces nouveaux outils. Juste pour compléter, il y a des enjeux aussi de réutilisation des dispositifs avec la croissance ou avec l'évolution. On va prendre du poids, on va perdre du poids, on va grandir, on va maigrir, on va s'abîmer un peu plus. Et à l'heure actuelle, ces dispositifs sont jetés ou renvoyés à l'étranger en don. Et donc, les initiatives en cours sont dans l'objectif de pouvoir finalement transférer un bout de la âme ou enfin le système qui est encore utile à disposition d'autres personnes pour diminuer la charge pour la société et le coût, mais aussi des mécanismes qui, à l'heure actuelle, ne sont pas remboursés. Vous prenez une prothèse active, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, non pris en charge par la sécurité sociale. Donc, ça a créé des déséquilibres dans l'amélioration et la prise en charge du handicap. Excusez-moi. Bonsoir, j'ai une question. Là, on a parlé en fait de dispositifs, je dirais, pour pallier une déficience. Est-ce que le travail est le même quand on va parler de travail sur je dirais, l'homme augmenté? Est-ce que c'est radicalement différent comme approche ou est-ce qu'on peut trouver des similitudes? Alors,
les approches sont un peu différentes parce que quand on parle d'homme augmenté, d'ailleurs, il faudra comprendre ce que c'est, parce que l'homme augmenté, c'est pas que les dispositifs qui l'aident à avoir une surpuissance en termes d'effort. C'est aussi parfois les cachets pour augmenter sa mémoire, les capteurs pour augmenter ses perceptions. En fait, l'homme augmenté, ce n'est pas un concept nouveau. Depuis qu'on est sur Terre, on essaie de nous augmenter nous-mêmes pour nous faciliter la compréhension de ce qui nous entoure et aussi de survivre dans ce qui nous entoure. Alors, quand on parle d'homme augmenté, on parle assez souvent de plutôt offrir des technologies qui permettraient donc à des personnes de rester le maintien à domicile le plus longtemps possible. Et donc, ce n'est pas forcément que des choses qu'on porte. Ce n'est pas qu'un robot qu'on porte, c'est aussi un robot qui peut assister. Et parfois aussi, il faut faire attention à faire... Alors, j'avais vu les travaux d'un Japonais qui était vraiment extraordinaire parce qu'il disait qu'il y avait un compromis à faire entre l'assistance, d'accord, à ces personnes fragiles et aussi la nécessité de les encourager à faire de l'exercice. Et donc, voilà, comment trouver le bon compromis entre technologies en fait, qui permettent à des personnes de bien vivre, d'accord, d'être autonomes et de pouvoir continuer à faire des tâches qui sont difficiles, tout en les encourageant aussi à continuer à faire de l'exercice pour ne pas justement empirer. Parce qu'à force de trop assister, on peut arriver à des solutions qui ne sont pas forcément ce dont on veut obtenir à la fin. Donc voilà, donc du coup l'homme augmenté c'est très large comme concept, mais c'est pas nouveau. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis on travaille beaucoup sur les technologies d'assistance qui sont parfois la robotique qu'on porte, les exosquelettes qui sont souples, hein, pas les exosquelettes qui sont rigides. Il n'y a que les roboticiens qui sont assez malades pour faire des choses, des exosquelettes rigides qui servent strictement à rien, parce que dans la nature, en fait, il n'y a pas d'espèce qui a des carapaces rigides. C'est le crabe des cocotiers et au-delà, on ne peut plus rien faire. Enfin, il n'y a pas, parce que il y a l'allométrie, il y a aussi les problèmes d'impact, et puis c'est pas que pour marcher, donc on a besoin de quelque chose qui nous permet de vivre. Donc il y a beaucoup maintenant de réorientation sur ces histoires de comment faire du tissu, par exemple, intelligent pour qu'il soit plus raide quand vous allez vous courber, et puis qu'il soit un peu moins quand vous allez monter. Donc il ne faut pas le voir uniquement, et aussi des robots qui sont parmi les personnes pour pouvoir faire des tâches, aider une personne à se lever du lit, mais il ne va pas se lever du lit à une fréquence élevée. Alors, peut-être le matin, l'après-midi, 1 ou 2 fois, et puis voilà. Donc, merci. Je vais juste pour finir donner la parole à professeur Berthoz. C'est fini là oui. Oui, merci. Je voulais simplement, comme l'a mentionné rapidement monsieur le directeur du muséum, vous rappeler que le 1er octobre, il y aura donc une journée entière de colloques sur le sujet handicap, sport et sciences du mouvement, donc beaucoup autour des choses qu'on a discutées aujourd'hui, dans le grand amphithéâtre de l'Académie des sciences qui est sur le quai de la Seine. Ce colloque d'une journée est dans le grand amphi. Il est très interdisciplinaire sur tous ces sujets et il est ouvert au public, gratuit, mais il faut s'inscrire, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, sur le site de l'Académie des sciences. Donc vous tapez Académie des sciences et sur le site vous verrez ce programme de ce colloque, et ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous parce que le nombre de places est limité. Voilà, je voulais simplement faire de la pub et vous rappeler ça pour ceux d'entre vous qui sont intéressés. Je pense qu'il faut qu'on conclue. Donc merci, chers collègues, pour vos interventions. Merci à vous, public, pour les questions posées. Et en fait, les JO, juste pour conclure, je pense, ont en effet très bénéfique sur la recherche spécifique sur le sport, le parasport, hein, c'est l'expression qu'on utilise actuellement. Il y avait très peu de thèses, je suis directrice d'école doctorat, il y avait très peu de thèses spécifiquement qui portaient sur la haute performance sportive en parasport, et ça commence, voilà, mais ça commence seulement, voilà, c'est le début. Et j'espère que voilà, ça va être exponentiel.